messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, bienvenue à tous. Le journal, voici les titres. Électrification, les bons points du Sénégal mis en lumière dans le dernier indice mondial de la performance de l'architecture énergétique. Notre pays occupe la 8e place sur 24 autres pays en Afrique et reste 2e en Afrique de l'Ouest. La fin des inscriptions sur les listes électorales, c'est dans 4 jours et ça se bouscule dans les centres. De Dakar à Kaolack, c'est le grand rush. Plus de 6 millions de personnes ont été enrôlées et 4 millions d'électeurs enregistrés dans le fichier électoral dans cette édition. L'hygiène dans les hôpitaux à la loupe ce soir, dans la série que nous consacrons à cette question, une réalité qui frise l'insouciance entre la vétusté des installations et le comportement des usagers. C'est tout un travail de nettoiement qui s'impose aux responsables des établissements de santé, où c'est rendu une de nos équipes pour en avoir le cœur net. Et puis dans la rubrique santé, zoom sur ces maladies liées au manque d'hygiène, entre autres le choléra, la dysenterie, la diphtérie ou les infections génitales. Toutes ces maladies sont contagieuses. Et puis, dans ce journal, vous aurez la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République. BA3, c'est désormais la note de la dette souveraine du Sénégal. L'agence de notation Moody's vient de relever ainsi cette note qui était de B1 positif. Le Sénégal augmente du coup son degré de solvabilité, une appréciation qui pourrait davantage lui faciliter l'accès au marché financier à Ramdawa. La Côte d'Ivoire était seule à détenir cette note en Afrique subsaharienne. Il faut désormais compter le Sénégal qui quitte la note B1 positif pour la précieuse BA3. La catégorie B1 à laquelle le Sénégal était noté jusqu'à récemment était une catégorie qui était considérée comme étant spéculative. Ça veut dire donc que le risque de remboursement pouvait être élevé. Et donc, en passant à une catégorie BA3, nous présentons un meilleur profil. Parce que c'est une appréciation positive que l'agence de notation fait donc de la capacité du Sénégal à honorer ses engagements financiers à bonne date sans défaut. Les notations financières reposent sur une échelle et des catégories. Dans un contexte de mise en œuvre du PSE, la note BA3 permet au Sénégal d'avoir une signature encore plus crédible. L'amélioration de la note du Sénégal s'explique. D'abord la croissance qui a été assez soutenue, assez forte donc sur ces dernières années, avec une moyenne de 6% sur les 3 dernières années, voire même 6,50 récemment, contre une moyenne qui était auparavant de 3,50. Cette appréciation-là donc du taux de croissance a été considérée favorablement, ainsi que donc les efforts qui ont été consentis dans la réduction du déficit public. Je pense que cet effort-là de consolidation fiscale, qui a également permis de restructurer le budget en faveur surtout des dépenses d'investissement, a été véritablement apprécié. Voilà qui ouvre davantage le marché des capitaux au Sénégal, avec des financements moins onéreux et une palette d'investisseurs encore plus large. Mais quelle finalité cet endettement? L'endettement que nous faisons est beaucoup plus orienté sur le financement donc, de nos besoins d'investissement, avec un fort impact d'ailleurs sur la croissance. Quelque part, la croissance est également soutenue par ces efforts massifs qui sont faits dans les infrastructures, dans l'amélioration de l'accès à l'énergie, aux services sociaux de base, dans l'assainissement. C'est à cela qu'essentiellement sert notre endettement. Nous sommes à 3,50, là où les pays s'endettent généralement à 4,1. Donc je pense qu'en plus, les perspectives que nous avons, notamment en termes de croissance qui va augmenter la richesse du pays, permettra un peu à ce ratio d'endettement-là de marquer une inflexion vers le bas. Ce reclassement de l'agence de notation Moody's place le Sénégal devant des pays aux ressources naturelles plus importantes comme le Ghana, le Nigeria, le Gabon, l'Égypte. Ce même classement positionne le pays au même niveau que la Tunisie. Du positif pour le Sénégal, pour qui les 6,5% de croissance prévus dans le classement n'enlèvent en rien l'ambition d'atteindre 7%. Et puis le Sénégal est le 2e pays en Afrique de l'Ouest après le Ghana à disposer d'un bon taux d'électrification. C'est en substance
Le contenu du rapport 2017 de l'indice mondial de la performance de l'architecture énergétique, un bon classement qui met en évidence les efforts consentis par l'État pour arriver à ce résultat, du reste à améliorer la Touré. Bien qu'il n'ait pas atteint le taux de 100% en matière d'électrification, le Sénégal est tout de même sur la bonne voie. L'indice mondial de la performance de l'architecture énergétique le confirme. Sur les 24 pays africains qui disposent de meilleurs systèmes dans le domaine, le Sénégal occupe la 8e place, 56,50% de taux d'accès à l'électrification, devant la Côte d'Ivoire, 55,80%, et le Nigeria, 55,60%. En Afrique de l'Ouest, c'est le Ghana devance notre pays. Cette dynamique positive est visible aussi bien en zone rurale que dans des centres urbains. L'État a investi ces 5 dernières années beaucoup de moyens financiers et matériels visant à améliorer l'accès des populations à l'électricité. La disponibilité de cette énergie est source de développement. D'ailleurs, dans le plan Sénégal émergent, elle fait partie des 5 priorités de l'État. La politique d'émergence tourne autour de la maîtrise de l'énergie, aujourd'hui en voie de diversification accélérée. Le bon rang du Sénégal parmi les pays africains disposant d'un système énergétique fiable et efficace n'est que le fruit d'une vision politique en marche. Cette publication périodique de l'indice mondial de la performance de l'architecture énergétique vise à mesurer les forces et faiblesses énergiques des pays, mais aussi à les aider à gérer les défis que soulève la disponibilité en quantité suffisante de l'électricité. La mangue sénégalaise à la conquête du marché marocain. Producteurs et exportateurs sénégalais se sont rendus au royaume chérifien pour présenter leurs produits et ouvrir des perspectives. Un tour technique initié par le projet d'amélioration de la compétitivité de la mangue sénégalaise. Envoyé spéciaux, Babacar Wade, Hamidou Diop. Aussitôt arrivé, la délégation sénégalaise n'a pas perdu du temps. Petit debriefing avant de visiter les marchés et les importateurs de mangue ciblés. Le Maroc, pays du Maghreb, offre beaucoup de potentialités à la mangue sénégalaise. Des acteurs comme le cadre intégré renforcé et le projet d'amélioration de la compétitivité de la mangue sénégalaise l'ont bien compris. Ce sont les producteurs et les exportateurs qui doivent être encadrés et qui doivent avoir la possibilité d'avoir des contacts parce que ce sont eux qui vendent. Nous, en tant qu'institution, on ne fait que les encadrer. La CEPEX et le cadre intégré ont des missions d'encadrement, mais les producteurs et les exploitateurs sont les hommes qui sont sur le terrain et qui ont pour mission d'écouler leurs produits. Discuter avec les décideurs, aborder les besoins du marché et comprendre le secteur des actions qui peuvent permettre une présence durable de la mangue sénégalaise au Maroc. Jusqu'à présent, il y a quand même depuis quelques années une constance dans l'approvisionnement du marché marocain en partie du Sénégal en termes de mangue, mais ça s'est passé un peu hors du circuit normal, du circuit formel. Et je pense que la mission permettra de mieux comprendre et de mieux structurer l'exportation de la mangue du Sénégal vers le Maroc en connaissant les conditions d'accès. Dans les différents marchés du Maroc, comme celui du Marif, on sent que le besoin est là. Reste à régler les préoccupations liées au transit time et à la gestion de la chaîne de froid. Cette rencontre avec l'armateur génère des débuts de solutions. Cette mission est déjà très fructueuse puisque nous avons déjà mis en rapport avec un certain nombre d'importateurs, de distributeurs marocains, notamment la chaîne de supermarchés Marjan. Également, nous avons eu l'opportunité d'échanger avec les transporteurs qui gèrent un peu le volet logistique qui est important si on veut conforter sa place sur le marché. Et nous avons pu rencontrer un important transporteur, lui c'est notamment Safmarine, qui a proposé des solutions concrètes aux contraintes que rencontrent les exportateurs sénégalais pour approvisionner le marché marocain en mangue. Pour ce qui est de la fumigation et des autres contraintes, les autorités diplomatiques sont optimistes vu les bonnes relations que le Sénégal entretient avec le Maroc. Nous avons un cadre. Entre le Maroc et le Sénégal, il y a un cadre. Un cadre où on peut discuter de tout cela. Dans le cadre bilatéral, donc, nous pouvons régler ces entraves. Très motivée, la délégation des producteurs et des exportateurs s'est rendue également au marché du gros de Casablanca pour discuter avec les importateurs. À présent, mesdames et messieurs, la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République, Oumar Diaw.
Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres mercredi 19 avril 2017 à 10h au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État adresse ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux à toute la communauté chrétienne à l'occasion de la célébration de la fête de Pâques, moment privilégié de ferveur religieuse et de prière pour la paix et la prospérité du Sénégal. Revenant sur le deuil national de 3 jours à compter du mardi 18 avril qu'il a décrété suite à l'incendie tragique survenu au Daka de Médina Gounass, le président de la République présente à nouveau les condoléances attristées et la compassion de la nation à la communauté musulmane, au Khalif Thierno Amadou Tidiane Ba, aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Par ailleurs, le chef de l'État demande au gouvernement, en relation avec les organisateurs de cette manifestation religieuse de dimension internationale, de prendre toutes les dispositions logistiques préventives en vue d'un aménagement adéquat, d'une modernisation soutenue et d'une sécurisation optimale des lieux, installations et établissements de séjour des pèlerins du Dakar, ainsi que du renforcement des dispositifs d'adduction en eau potable de Médina Gounass et des localités polarisées. En outre, le président de la République invite le gouvernement à définir avec les autorités religieuses un cadre consensuel d'organisation des interventions publiques pour chaque manifestation programmée, en accordant une attention particulière à la disponibilité des services de base tels que l'eau, l'électricité, l'assainissement, l'hygiène et la santé. Abordant la réhabilitation et la modernisation des marchés, centres commerciaux et artisanaux, le chef de l'État exprime toute la solidarité de l'État envers les commerçants suite aux incendies survenus au niveau des marchés Zinc de Kaolack et des HLM de Dakar. Ainsi, le président de la République demande au ministre en charge des Finances, du Commerce et de la gouvernance locale en relation avec le maire de Kaolack d'engager la réflexion en vue de la construction à Kaolack d'un marché moderne intégrant toutes les commodités requises. Enfin, le chef de l'État demande au gouvernement de hâter l'exécution du projet de réalisation d'un grand marché d'intérêt national à Diamniadio et de procéder à l'examen rapide des modalités de régulation des baux à usage commercial afin de faciliter l'installation adéquate des activités économiques. Poursuivant sa communication autour de la préparation de la campagne agricole 2017, le président de la République invite le gouvernement à veiller sans relâche au dénouement dans les meilleures conditions de la présente campagne de commercialisation et à consolider les résultats encourageants des programmes nationaux de reconstitution du capital semencier, d'autosuffisance en riz et de développement de l'horticulture dans une approche de renforcement de la chaîne des valeurs. Dans cette perspective, il exhorte le gouvernement à poursuivre, outre la mise en place d'intrants de qualité, les efforts d'aménagement de nouvelles terres agricoles et d'équipements agricoles modernes et accessibles aux producteurs. Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique, le suivi de la coopération et des partenariats, en se réjouissant de la décision prise par la FAO d'ouvrir un bureau sous-régional à Dakar. Ainsi, après avoir remercié la FAO et félicité le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le président de la République demande au gouvernement de prendre toutes les mesures requises à cet effet. Le Premier ministre a axé sa communication sur les mesures prises par le gouvernement en matière de protection civile avant de rendre compte du suivi et de la coordination de l'activité gouvernementale. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan a fait le point de la conjoncture économique nationale et internationale. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte du déroulement de la campagne de commercialisation arachidière. Le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance a fait le point des préparatifs de la prochaine quinzaine de la femme. Le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent a rendu compte de l'état d'avancement des différents projets et réformes. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi abrogeant la loi 66-62 du 30 juin 1996 portant création de la Compagnie nationale du Théâtre national Daniel Sorano, CNDTS, le projet de décret portant organisation du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. M. Mabousso Thiam, diplômé en banque et en économie islamique, est nommé président de la commission de supervision de la haute autorité du WACF. Madame Oulimata Diop, administrateur civil principal, précédemment directeur de la monnaie et du crédit, est nommé directeur général de la haute autorité du WACF. Monsieur Papa Amadou Sarr, titulaire d'un master en économie du développement, est nommé directeur général du secteur financier et de la compétitivité au ministère de l'économie, des finances et du plan.
Monsieur Ismaël Gueye, inspecteur principal des impôts et des domaines, est nommé coordonnateur de la Direction générale du secteur financier et de la compétitivité au ministère de l'économie, des finances et du plan. Madame Fatou Diané, docteur en économie, est nommée directeur de la réglementation et de la supervision des systèmes financiers décentralisés, DRS-SFD, à la Direction générale du secteur financier et de la compétitivité en remplacement de Madame Mambouringom, appelée à d'autres fonctions. Monsieur Lat Diop, administrateur civil principal, précédemment directeur de l'investissement, est nommé directeur de la coopération et des financements extérieurs à la Direction générale du budget. Monsieur Mohamedou Moustapha Fall, inspecteur principal du Trésor, est nommé directeur de l'administration et du personnel de la Direction générale du budget. Monsieur Maguette Sen, administrateur civil, est nommé directeur du matériel et du transit administratif à la Direction générale du budget. Monsieur Abdoulaye Diang, inspecteur principal de la coopération, précédemment directeur de la coopération économique et financière, est nommé directeur du contrôle interne DCI de la Direction générale du budget. Monsieur François Ndong, informaticien, est nommé directeur des systèmes d'information à la Direction générale du budget. Madame Seynabou Ben Messaoud, conseillère en planification, est nommée directrice de la programmation budgétaire à la Direction générale du budget. Monsieur Charles-Émile Sis, administrateur civil principal, précédemment directeur de l'informatique à la Direction générale des finances, est nommé directeur de la solde à la Direction générale du budget. Monsieur Bakar Faye, administrateur civil principal, est nommé directeur du contrôle budgétaire à la Direction générale du budget. Monsieur Mohamedou Diallo, administrateur civil principal de classe exceptionnelle, est nommé directeur des pensions à la Direction générale du budget. Monsieur Papa Tchalaoufal, inspecteur principal des douanes, précédemment conseiller technique au ministère de l'économie, des finances et du plan, est nommé directeur de la facilitation et du partenariat avec l'entreprise à la Direction générale des douanes en remplacement de Monsieur Lafimane, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Monsieur Ibrahim Faye, inspecteur principal des douanes, précédemment assistant du directeur de la facilitation et du partenariat avec l'entreprise, est nommé directeur régional du Sud-Est à la Direction générale des douanes en remplacement de M. Ibrahim Thiam, appelé à d'autres fonctions. M. Papa Ndiaye, inspecteur principal des douanes, précédemment directeur régional du Sud, est nommé directeur régional des produits pétroliers et des unités spécialisées à la Direction générale des douanes en remplacement de M. Papa Mamadou Lamine Diaïté, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Alassane Ba, inspecteur principal des douanes, précédemment contrôleur interne à la Direction générale des douanes, est nommé directeur régional du Sud à la Direction générale des douanes en remplacement de Monsieur Papa Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. Madame Ramatoulaye Gadio Agne, inspecteur principal du Trésor, précédemment receveur général du Trésor, est nommée présidente de la cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF, en remplacement de Monsieur Walid Nour, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Mamadou Thiandoum, commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, est nommé membre de la cellule nationale de traitement des informations financières en remplacement de Madame Abi Diallo, admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Monsieur Mamadou Lamignon, commissaire de police principal, est nommé membre de la cellule nationale de traitement des informations financières en remplacement de Monsieur Modou Diagne, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Keba Diallo, inspecteur des douanes de classe exceptionnelle, est nommé membre de la Commission nationale de traitement des informations financières en remplacement de Monsieur Sambadia, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Saliou Fall, inspecteur de l'administration pénitentiaire, précédemment chef de la division des finances et du matériel, est nommé directeur de l'École nationale d'administration pénitentiaire en remplacement de l'inspecteur Abdourahmane Khan, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Monsieur Souleymane Antandiaï, précédemment premier conseiller à l'ambassade du Sénégal à Moscou, est nommé chef du bureau économique près la dite ambassade. Monsieur Mamadou Seydi, environnementaliste, est nommé secrétaire général de l'agence de la Grande Muraille Verte au ministère de l'Environnement et du Développement durable, poste vacant. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. Merci Omar Diaw. C'était donc là la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République. Le ministre de la Culture et de la Communication Mani Ndiaye était hier l'invité du Conseil économique, social et environnemental sur le projet d'avis présenté par la Commission de l'artisanat, de la culture et du tourisme et des sports. La plénière qui a porté sur le thème mesures et orientations innovantes pour la gestion et la valorisation des infrastructures et industries culturelles a permis
permis à monsieur le ministre Mbagnick Ndiaye d'apporter des éclairages sur la politique culturelle du gouvernement. Voici le reportage d'Amadou Amcham. 2017, année de la culture au Sénégal, consacrée par le président de la République. Un bon prétexte pour sentir le bouillonnement dans ce secteur. Le premier protecteur des arts et des lettres veut donner le ton avec les acteurs. Dans les jours à venir, le chef de l'État va recevoir l'ensemble des acteurs culturels. Les acteurs culturels sont en train, dans une effervescence générale, de se préparer pour cette grande audience. Je crois que ce sera un moment fort de rencontre entre le premier protecteur des arts et des lettres et ceux-là même qui sont chargés de véhiculer cette culture. Étant au début et à la fin de tout processus de développement, les conseillers ont fait un diagnostic sans complaisance de tous les segments de la culture. Pour la gestion et l'exploitation optimale des infrastructures dédiées à ce secteur, le ministre est interpellé sur un certain nombre de points. Absence de salles de cinéma, absence de structures de formation adéquates. Mais autour de la formation au niveau supérieur, autour de la réalisation, de la production, mais autour aussi de la préservation et de la rénovation du patrimoine culturel, matériel et immatériel. Pour les importantes mesures prises par le président de la République, parmi lesquelles la mise en place du Centre national de cinématographie à Diamniadio et l'affectation de la biennale aux artistes pour en faire un palais des arts, les honorables conseillers ont lu une motion pour le soutenir avant de voter à l'unanimité le projet d'avis qui devient de facto un avis. À un peu plus d'une semaine de la 137e édition de la commémoration de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi, une réunion nationale s'est tenue au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Toutes les dispositions seront prises pour un bon déroulement de l'appel, assure le ministre Abdoulaye Daouda Diallo. Du côté du comité d'organisation, on insiste sur le renforcement de la sécurité. Aminata Bengfal. Cette réunion nationale s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la célébration de la 137e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. En termes d'engagement par rapport aux besoins exprimés, les différents chefs de service rassurent. Toutes les dispositions seront prises pour un bon déroulement de l'événement. On a travaillé principalement sur des points qui pourraient présenter encore des difficultés dans le cadre de l'organisation, mais nous avons constaté avec beaucoup de bonheur en fait qu'il ne subsiste pas de points difficiles. Bien évidemment, nous ne sommes pas encore dans la période de l'appel, mais il reste constant que nous devons travailler quand même à ce que tout cela soit consolidé et que nous ne puissions pas avoir quand même des ratés du jour de l'événement. Du côté du comité d'organisation, on insiste sur deux points qui posent souvent problème, l'Internet et la sécurité. C'est un secteur qui nous préoccupe encore. Et je pense que peut-être la Sonatel prendra les dispositions nécessaires avant l'appel pour pouvoir les régler, à côté des autres services de télécommunication qui sont des services privés également. La question de la sécurité a été largement évoquée. Ça, c'est le lieu pour moi, bien évidemment, encore de rappeler à tous les citoyens que dans ce genre de manifestation, la sécurité quand même demeure un élément de préoccupation majeur. Pour cela, avant l'appel déjà, nous mettrons davantage des efforts sur la sécurisation du lieu en général et des environnements. Durant l'événement, on le fera aussi, mais aussi nous ne pouvons pas le faire sans donc l'assentiment des populations. Bonne gouvernance, garant de stabilité sociale, c'est le thème retenu pour cette 137e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, prévue les 27 et 28 avril prochains. Inscription sur les listes électorales à moins de 5 jours de la clôture, c'est l'affluence dans les centres d'inscription. À ce jour, plus de 6 millions de personnes ont été enrôlées. Annonce de la Direction générale des élections. Plus 4 millions d'électeurs sont déjà enregistrés dans le fichier qui comporte justement tous ces inscrits. C'est une assurance de la Direction de l'autonomisation des fichiers. À quelques jours de la fin, c'est la bousculade dans les lieux d'inscription. Le constat d'Anne-Marie Gomis. Se bousculer à la porte à la dernière minute.
Une habitude en passe de devenir un sport national. Alors qu'on est à moins de 5 jours de la clôture des inscriptions sur les listes électorales, ils sont nombreux à jouer des coudes devant les portails des différents centres d'inscription. Pour la journée, je suis chargé. Bon, c'est pour cela quoi. Aujourd'hui, je me suis même sacrifié pour venir déposer. Je suis de Colobane. J'ai trouvé qu'il fallait que la commission arrive chez moi pour que j'y aille. Elle est arrivée ici il y a quelques jours, je pense. C'était pour moi beaucoup plus symbolique. C'est à croire que la course contre la montre est engagée. Une influence qui s'explique. C'est pas que c'est proche que les gens viennent maintenant au dernier moment. Voilà. Ils viennent, mais tant qu'ils ne sont pas terminés, nous ne partons pas. Nous recevons au moins 200 à 300 dépôts par jour. Ça varie. Même constat au centre socio-culturel de Grand Dakar. Seulement ici, 2 opérations se déroulent en même temps. Les inscriptions. Je suis venu pour déposer une carte d'identité. Je suis arrivé à 8h30, mais vraiment ça se déroule normal. Depuis hier, il y a du monde quoi. Aujourd'hui, hier, on a eu à faire 225 inscrits pour la journée d'hier. Mais aussi le retrait. C'est bon de renouveler après 10 ans qu'on renouvelle et ensuite qu'on en fasse carte électeur et carte nationale d'identité. Ça aide beaucoup. Depuis hier, il commence à venir en mars. Bon, je suis entre 100 et 100 et quelques cartes par jour. À la direction générale des élections, les objectifs fixés ont été largement dépassés. À la date d'aujourd'hui, à l'intérieur du pays, nous avons enregistré 5 998 794 citoyens enrôlés, inscrits. Et à l'étranger, nous sommes à 261 268, ce qui nous fait un total général de 6 260 062 inscrits. Ce chiffre est très, n'est-ce pas, au-delà de l'objectif qui a été fixé, qui était de 4 millions dans la loi sur la refonte du fichier électoral. Au niveau de la production, la direction annonce un chiffre de plus de 4 millions d'électeurs déjà saisis dans le fichier. On peut dire à ce jour, nous avons déjà entré 4 554 803 personnes. Et nous continuerons donc à le faire jusqu'à la fin des opérations. Dans 5 jours, on aura fini l'enrôlement sur le terrain. Mais nous avons encore, nous, 2 semaines au-delà de cet arrêt-là pour prendre en compte tous les gens qui sont enrôlés, pour arriver à sortir dans un premier temps les listes provisoires des électeurs. Laquelle liste fera l'objet de publication par l'intermédiaire de la DGE, suivie d'une période de contentieux pour corriger les manquements avant la publication de la liste définitive. Pour enrôler le maximum de population, une opération coup de poing est annoncée. Toutes les dispositions sont prises avec les autorités administratives, que ce soit un appui en groupe électrogène, ce que nous avons toujours fait. Mais pour les derniers jours, nous faisons une opération coup de poing pour que personne ne soit laissé en rade. Vous avez 18 ans et plus, ce message vous est destiné. Plus que quelques heures pour espérer figurer sur les listes et participer aux législatives du 30 juillet 2017. À Kaolack, c'est le grand rush également. Les populations viennent des localités environnantes pour s'inscrire. La commune est l'une des plus grandes du Sénégal et à ce jour a enregistré un fort taux d'enrôlement. Claire Diop. Plus que 4 jours avant la fin des inscriptions sur les listes électorales, à la préfecture de Kaolack, c'est le grand rush. Nombreuses sont les personnes qui ont fait le déplacement. Si certaines viennent pour récupérer leur carte d'identité, d'autres sont là pour s'inscrire. Depuis ce matin, nous avons constaté un grand rush. D'ailleurs, ces jours-là, comme les Sénégalais sont habitués à la dernière minute, chaque jour maintenant, on inscrit plus de 300 personnes par jour. Et on est là souvent très tardivement. On reste vers les coups de 0 heure pour continuer à inscrire parce que nous voulons enrôler le maximum, sinon tout le monde. Dans les bureaux ouverts à cet effet, on n'a pas une minute pour soi. Les appareils tournent sans arrêt. Pape Diawara, venu récupérer sa carte, n'a pas pu le faire, mais le jeune homme compte bien s'armer de patience. Depuis midi, pour récupérer notre carte d'identité, on nous avait donné une délai de 3 mois. Mais depuis ce matin, on nous a dit que les dates ne sont pas encore sorties.
nous voulons que les autorités nous aident à récupérer notre identité. Nous allons voter. Nous sommes des citoyens aussi. Kaolack, une commune avec un grand potentiel électoral. À ce jour, la situation des inscriptions est satisfaisante. Dans le département de Kaolack, sur une population électorale de 204 556 électeurs, nous avons pu inscrire 205 710, ce qui fait un pourcentage de 100,35%. Et c'est la même situation qu'on voit aussi dans la plupart des communes du département. Les résultats aujourd'hui dans la commune de Kaolack, c'est plus de 100%. Nous avons sur un potentiel électoral de 118 677 électeurs, nous avons atteint aujourd'hui 100,34%. Donc, c'est ce qui donne un nombre d'inscrits de 119 081 électeurs. Tout un dispositif organisationnel a été mis en place par le ministère de l'Intérieur pour la réussite des opérations. Le préfet du département de Kaolack de souligner que dans les communes de Latmingué, arrondissement de Koumbal, et communes de Keur Socé, arrondissement de Ndiédiène, un gap a été constaté, mais tout est mis en œuvre pour le résorber dans les plus brefs délais. Les élections de représentativité syndicale au Sénégal permettront à l'État de voir clair dans un secteur où une multitude de partenaires reste un frein au processus de négociation. Propos du ministre du Travail, Mansour Sy, est l'invité de l'émission Le Point. Il revient ici sur les enjeux de ces élections qui démarrent par le secteur éducatif. C'est déjà depuis 2012 que les syndicats d'enseignants avaient demandé à ce qu'on organise des élections de représentativité. Vous savez que ce n'est pas facile de travailler avec près de 50 syndicats d'enseignants. Pour organiser ces élections, il a fallu modifier le code du travail. Oui, parce que c'est le ministre de la fonction publique quand même qui est employeur. Qui est le ministre employeur, mais c'est le code du travail qui a déjà dit que pour l'organisation des élections, pour les centrales syndicales, il faut maintenant prévoir des élections pour les syndicats sectoriels. Et c'est la raison pour laquelle on a organisé ces concertations. Et je voulais dire que sur toutes les concertations, avec les enseignants, on est parti en concertation pour nous mettre d'accord sur l'arrêté qui organise les élections. On a discuté avec près de 40 syndicats d'enseignants et qui ont amendé cet avant-projet d'arrêté. Et c'est cet avant-projet d'arrêté amendé qui a été soumis au Conseil consultatif du travail et de la sécurité sociale, où il y a eu les centrales syndicales, l'Assemblée nationale par le biais de la commission des lois, la Cour suprême, et on a procédé à un deuxième amendement. Et c'est ce deuxième amendement qui a adopté le projet de décret qui organise les élections, qui peut être candidat au niveau des élections. Quand on va finir les élections, comment on va procéder à la détermination de la représentativité dans le secteur. Avec les centrales syndicales aussi, c'est 10% des suffrages valablement exprimés. Là aussi, toutes les centrales syndicales ont pris cette mesure comme une mesure consensuelle. Je pense que c'est quelque chose qui va nous permettre au niveau du Sénégal de régler ces questions et de pouvoir arriver à ce qu'en face de l'État, on ait des syndicats forts. C'est ça qui est l'intérêt des travailleurs. Et c'est ça qui est l'intérêt de l'État. Parce que l'État a besoin, dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, à toutes les étapes du processus, d'avoir le point de vue des travailleurs, d'avoir la contribution des travailleurs, de bénéficier de l'apport des travailleurs dans l'élaboration des solutions, parce qu'il y aura toujours des difficultés qui vont se passer dans ce processus. Si pour cette concertation, on est en face d'une multitude de partenaires sociaux, il est difficile d'organiser la réflexion. Le point avec le ministre du Travail à suivre après ce journal. Vigilance, courage, responsabilité, 3 mots. Un triptyque au cœur du discours du général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées. Chergué a entamé ses visites de prise de contact dans les différentes zones militaires du Sénégal. L'étape de la zone 4 avec Ibrahim Ndong. Au pied de l'aéronef, le chef d'état-major général des armées est accueilli avec tous les honneurs. S'ensuit une revue des troupes, puis le cortège prend la direction du camp Sada Sireti Mera de Bakel sous un soleil de plomb. Sur place, le SEMGA a droit à un exposé. La vigilance, c'est de savoir les indicateurs nouveaux.
ce que vous n'avez pas l'habitude de voir et qui peut arriver. Et se dire que ça n'arrive pas seulement chez les autres, ça peut être chez nous. Et si ça arrive chez nous, nous sommes les premiers à recevoir le coup. Et pour éviter que ce coup soit un chaos, le général prône pour plus de cohésion. Vous devez être ensemble pour être fort, mais se préparer également pour dire que l'organisation du terrain nous permet de survivre. Deuxième étape, le centre tactique d'entraînement numéro 4 de Patassi. Dans cet environnement austère, s'entraînent des commandos. Ici, les militaires ont saisi l'occasion pour soulever quelques manquements. Il faut avoir le gaz et être confortable. S'il y a des stages, vous voyez comment absorber ça. Les techniques, vous le savez maintenant, c'est à vous de régler ça. Sinon, c'est faire. Kédougou ou la terre des hommes. Devant ces troupes, le SEMGA est revenu sur le sens de la responsabilité devant guider leurs différentes missions. Vous féliciter, je vous encourage. Vous rappelez que c'est une zone qui est très importante du point de vue des ressources minières, que vous avez vu au niveau de la zone aurifère. Vous avez vu ça également chez ces territoires Yémédi ou au niveau même de Sabadola. Dans la foulée, le chef d'état-major général des armées a visité les nouveaux bâtiments en construction, comme pour dire que l'équipement des forces de défense et de sécurité est une question de priorité. Dans le même temps, le haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire se rendait à Ziguinchor. Le général Meissagnan a rencontré les unités territoriales et a pu s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes en bleu dans cette partie sud du pays. Anaïs Nyanyamane. Descendu de l'aéronef, le haut commandant de la gendarmerie reçoit les honneurs militaires de l'escadron mobile de Ziguinchor. L'objectif de sa visite est de rencontrer les unités territoriales. Prise de contact pour faire l'état des lieux au niveau des différentes unités de la Légion de gendarmerie sud, voir le niveau de préparation de nos hommes, les points forts, les points faibles, et y apporter des solutions avec l'appui des plus hautes autorités de l'État. Durant sa visite, le général Meissagnan a échangé d'abord avec les supérieurs de la gendarmerie à Ziguinchor avant d'aller sur le terrain s'enquérir du travail des 424 hommes placés sous son commandement. Notre mission quotidienne est d'appuyer nos hommes, de venir les voir sur le terrain, nous enquérir de leurs conditions de travail, des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et nous avons reçu une mission de plus haute autorité de l'État, Monsieur le Président de la République, le ministre des Forces armées, pour appuyer nos personnels en termes d'effectifs, en termes d'équipement, pour faire face à la demande de sécurité des citoyens sénégalais. Autre étape, la gouvernance de Ziguinchor. Le responsable administratif de la région salue l'engagement des hommes en bleu dans la zone sud. Très sincèrement, je loue la qualité de la collaboration, l'engagement, la détermination, l'abnégation, la loyauté. Et sans oublier également les idées, le partage d'informations, les propositions, les contributions dans un esprit constructif. Le général Niang a également profité de son déplacement pour rappeler l'importance du maillage du territoire national par la gendarmerie. Il est ensuite revenu sur la mission de service public exercée par la gendarmerie pour la sécurité des populations. À présent, notre enjeu, l'hygiène, une priorité. Dans les hôpitaux, cela va sans le dire, mais parfois, par négligence ou manque de sensibilisation, la gestion des toilettes, par exemple, pose problème. La vétusté des infrastructures ou l'incinération des déchets biomédicaux, autant d'aspects qui favorisent certains manquements, et ce, malgré l'existence de comités d'hygiène, établissements de santé. Entre soins et hygiène, c'est un dossier signé à Bassao. Parler des aspects liés à l'hygiène dans les structures de santé relève d'un parcours de combattants. Peu d'entre elles ont accepté de nous ouvrir les portes de leurs toilettes. Nous sommes à l'hôpital Aristide Le Dantec. Un peu partout, des bacs à ordures et un personnel visible pour offrir aux visiteurs un cadre agréable.
Nous veillons en permanence sur la propreté des toilettes. Pour avoir le cœur net, rendez-vous dans l'espace des toilettes visiteurs. Le nombre et le manque d'eau sont des facteurs d'insalubrité, selon Sokhna Cissé. Un avis balayé d'un revers de main. L'hygiène laisse vraiment à désirer ici. C'est dû au nombre important d'utilisateurs, les malades, les visiteurs, ils viennent tous. En plus, il y a un problème constant d'eau. Tout cela fait que les toilettes sont sales. Ici, on voit des personnes déverser des pots de chambre à longueur de journée. Même si le personnel vient 2 fois par jour pour l'entretien, ce n'est pas suffisant. Les toilettes sont en nombre suffisant. Peut-être c'est dû à un manque d'information, parce que vous avez vu, là nous avons eu 4 toilettes publiques et ailleurs, vous allez dans l'autre côté, il y a aussi des toilettes publiques. Il va falloir mettre le focus par rapport à l'information aussi. En plus de ça, le nettoiement est externalisé. C'est une société qui vient de l'extérieur pour nous entretenir. On a au moins plus d'une centaine de personnes qui s'occupent de l'entretien de ces locaux. Et en plus, ils amènent leur matériel que nous sommes chargés de vérifier tous les mois ou tous les trimestres ou tous les semestres. C'est du matériel qui fait partie de l'appel d'offres. Qui est alors responsable de cette situation? Le plan technicien est venu dénoncer l'attitude d'un visiteur qui a fait du n'importe quoi. Nous avons au quotidien des difficultés avec les usagers. Nous accueillons de nombreux visiteurs. Il existe des personnes qui, à la limite, ne se soucient pas du tout de l'hygiène des lieux. Par contre, d'autres sont très correctes et respectent le personnel. Elles remettent en état les lieux après satisfaction des besoins. Pour le nettoiement, il y a beaucoup de problèmes. Parce que vous savez, les Sénégalais, ils n'ont pas le sens de comprendre les gens qui font le travail. Parce qu'ils viennent à 4h, 5h du matin pour repartir à 17h. Ici au SAMU, on a 12 personnes qui s'occupent du travail. Notre responsabilité individuelle et collective est interpellée. Pour une meilleure gestion des déchets hospitaliers, l'hôpital Aristide Le Dantec dispose d'un incinérateur. Malgré tout, les difficultés persistent. Le bas du problème, c'est le problème du tri. Nous avons un problème de tri par rapport à ces déchets-là. Parce que là, vous venez juste de le voir par rapport à l'incinérateur. Et s'agissant du tri, nous avons ici 2 types de sachets. Nous avons des sachets de type noir qui est destiné au DAEM, c'est-à-dire les ordures assimilables aux ordures ménagères, et donc des sachets bleus qui sont destinés maintenant à ces dasseries-là, tout ce qui est infectieux. Et maintenant, par rapport à ces dasseries, donc nous avons ce qu'on appelle maintenant les OPCT, c'est-à-dire tout ce qui est objet piquant, coupant et tranchant. Maintenant, pour ce type d'objets, ils sont déversés maintenant dans des boîtes de sécurité qui seront maintenant destinées à incinérer. Au SAMU municipal, c'est la vétusté des installations qui est pointée du doigt. Les installations sont vraiment vétustes. Il faut les changer. Comportement des usagers, vétusté des installations, c'est ce qui définit principalement le manque d'hygiène dans les hôpitaux. Mais tout est question de conscience. La rubrique santé reste dans cet même esprit de la série sur l'hygiène. Il faut dire que le manque d'hygiène est source de plusieurs maladies, entre autres la dysenterie ou le choléra. Il s'y ajoute également les infections génitales affectant le plus souvent les femmes qui ont l'habitude ou qui ne peuvent s'empêcher de partager les toilettes avec les hommes. Hygiène et maladie, c'est le sujet de la rubrique avec Oumou Baldé. Une hygiène précaire a toujours été reconnue comme étant source majeure de maladies. Elles peuvent être liées à des mains sales, à des aliments ou objets souillés ou encore un environnement insalubre, des conditions favorables au développement de microbes. Elle peut créer certaines maladies qu'on appelle des dysenteries, diphtérie. Ensuite, il peut y avoir des vers intestinaux comme ascaris, comme ténia, comme oxure. Une fois attrapé cette maladie-là, 1 heure de temps pour certains
ça commence à créer des symptômes. Pour certaines maladies, ça peut rester 2 jours, voire 3 jours pour que les symptômes puissent apparaître. La plupart de ces maladies sont contagieuses et c'est encore le manque d'hygiène qui en est le vecteur. Dans une maison, il faut nécessairement des toilettes. Ensuite, il faut avoir l'habitude de désinfecter avec du chlore. Il faut prendre 10 litres d'eau et vous mettez une capsule d'eau de javel, vous rincez les parois des toilettes et la surface, mais il ne faut pas mettre sur le tout de la fosse. Ces précautions concernent surtout les toilettes qui peuvent être un danger potentiel pour les femmes. Ces dernières, au-delà des maladies communes au manque d'hygiène, risquent des infections génitales. L'anatomie de la femme, comme on le sait, est différente de l'anatomie de l'homme. L'homme peut faire sa miction debout. La femme, c'est dans notre culture, en général, les femmes, pour uriner, sont obligées de s'asseoir, de s'accroupir. En s'asseyant sur ces gouttelettes d'urine-là, peuvent prendre des germes. Et on sait que les toilettes, c'est des milieux de culture. Il y a des germes un peu partout. Donc, si les toilettes ne sont pas dans les normes, effectivement, il y a des risques que les femmes prennent des infections là-bas. Le respect de certaines mesures de base pourrait aider à prévenir la plupart de ces maladies. La première précaution, c'est le lavage des mains avant de manger et à la sortie des toilettes. 6 pays du Sahel se sont réunis à Dakar autour des partenaires en vue de mobiliser des fonds pour les médicaments destinés aux femmes et aux enfants. Ces pays constituent un regroupement dont l'objectif est d'améliorer l'autonomie des femmes et de tirer profit du dividende démographique. 17 millions de dollars sont recherchés pour la mise en œuvre des programmes de cette initiative. Dakar a servi de tribune pour porter le plaidoyer. Oumar Diawa. Tous les objectifs du projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel transparaissent dans l'acronyme SWED en anglais. Les pays du Sahel avaient lancé un appel pour que la communauté internationale puisse leur venir en appui pour faire en sorte que ces pays du Sahel puissent un peu tirer profit de la capture du dividende démographique. Le Sénégal n'est pas ou pas encore membre de ce regroupement, mais accueille la rencontre. Le Sénégal soutient l'opportunité de ce projet initié au profit des pays du Sahel, dont les indicateurs sont parmi les plus préoccupants au monde. 6 pays qui sont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Mauritanie et le Tchad. Dans beaucoup de pays, le système peine à faire parvenir des produits sécurisés au plus près des populations. Il s'agit bien de sécuriser les produits de la santé maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle. Certains des pays membres du groupe SWED sont parmi les plus féconds au monde. Faire des enfants, c'est bien, mais faire des enfants qu'on peut éduquer, qui peuvent manger à leur faim, qui peuvent aller à l'école et qu'on peut soutenir. Accélérer la transition démographique, c'est réduire et la mortalité et la fécondité. C'est aussi œuvrer à l'autonomisation des femmes et à leur meilleure santé par une disponibilité des médicaments. Mettre ces produits, comme on appelle, au dernier kilomètre dans les villages les plus reculés et les contrées les plus reculées et améliorer la fourniture de services de santé de qualité. Tout cela nécessite des moyens financiers conséquents et la rencontre de Dakar devrait aider à étudier les meilleures stratégies de mobilisation de ressources additionnelles. Looking at how we can mobilize more resources. And this is to your question, an additional $17 million that we would like to find to support the plans for SWED. L'expérience sénégalaise de la pharmacie nationale d'approvisionnement pourrait servir d'exemple pratique de distribution de médicaments dans des zones reculées. Il s'agit d'une base valablement réplicable ailleurs. Et puis comment éradiquer les violences basées sur le genre si les acteurs judiciaires ne sont pas bien formés en la matière? C'est tout le sens donné à cette formation sur la prise en charge de cette question. Les acteurs militants pour la promotion des droits humains veulent doter les autorités judiciaires de meilleurs moyens de prévention et de lutte contre toute forme de violence basée sur le genre. Philomène Constance Diagne. Les statistiques l'ont montré, les violences basées sur le genre sont bien réelles au Sénégal, qu'elles soient verbales, physiques, psychologiques ou sexuelles. 55% de la population âgée entre 20 et 40 ans sont touchées, d'où l'intérêt de bien outiller les acteurs judiciaires. La promotion des outils juridiques est un devoir pour quiconque compte s'assurer de la
préservation et du respect des droits humains de l'ensemble des individus. À ce titre, au-delà du simple enseignement, du simple renforcement de capacités portant sur le mécanisme judiciaire, il convient de leur apporter des outils appropriés afin que, maillon essentiel de la chaîne de réponse aux violences basées sur le genre, ils puissent apporter un accompagnement adéquat. Aujourd'hui, le ministère a compris que pour venir à bout de ce problème, il faut une approche intégrée, holistique, et mettant en synergie les actions, les interventions de tous les acteurs. Avec le projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, PASNEG, beaucoup d'efforts sont faits pour la protection des droits humains de la femme et de la fille, sauf que l'applicabilité peine à être effective. C'est bien de réformer la loi, mais le principal problème ici au Sénégal, pas seulement au Sénégal, c'est l'application des lois. Et alors là, je reviens un peu au rôle crucial que les magistrats, les juges, la police et tous les personnels de la chaîne judiciaire ont pour l'application des lois. Vous êtes les premiers interlocuteurs de l'État au niveau local. Vous êtes les acteurs principaux qui font en sorte que la loi soit respectée. Alors les formations envers les magistrats, les juges, les personnels de police doivent continuer, pas seulement à Dakar, mais surtout dans les zones rurales. L'application, en tout cas en ce qui concerne les cours et tribunaux, nous sévissons contre tous les faits criminels ou délictuels qui sont commis à l'encontre de la femme. De ce point de vue, je pense que nous pouvons nous réjouir de cela. Ce cadre de partage de bonnes pratiques en matière de prise en charge des VBG est encouragé par les autorités gouvernementales. Ces violences constituent une grave atteinte aux droits, à la dignité, à la vie, à l'intégrité corporelle, à la santé, à l'éducation et sont d'autant plus intolérables dans un état de droit comme le Sénégal. Des sessions de formation seront élargies au niveau national pour au moins 100 acteurs judiciaires. Elles sont prévues prochainement dans les régions de Thiès, Kolda, Sédhiou et Kaolack. Le ministère des Postes et des Télécommunications entend travailler davantage à inscrire le numérique au cœur de la vie des filles et femmes. En prélude de la journée internationale des filles dans les TIC prévue le 27 avril prochain, les responsables de la cellule genre du dit ministère ont tenu un point de presse ce matin. La particularité, le lancement du hackathon d'IGNC TIC sous le thème Sénégal numérique 2026 à Lusbetsa. La particularité de cette année, c'est la célébration des journées des filles dans l'éthique dans toutes les régions du Sénégal à travers la collaboration avec les 40 espaces numériques ouverts du pays. Donc, c'est des espaces qui ont été créés par les ministères en charge de l'enseignement supérieur. L'autre particularité, c'est le lancement du hackathon d'IGNC TIC sous le thème Sénégal numérique 2025. Il vise à montrer la capacité des filles et des femmes à concevoir des projets innovants qui visent à diffuser le numérique dans les secteurs économiques prioritaires. Les éditions précédentes du concours d'IGNTITIC ont permis la création de 30 startups féminines dont le programme d'accélération sera lancé à partir de ce 20 avril. L'ambition est de sensibiliser le maximum de jeunes filles au métier des technologies de l'information et de la communication. Compte tenu de l'omniprésence des TIC dans notre quotidien, de la nécessité croissante de maîtriser les outils numériques dans la quasi-totalité des métiers et de la demande en os et souvent non satisfaite de professionnels des TIC dans le monde entier, il est essentiel de faire en sorte qu'autant de femmes que d'hommes poursuivent des études et une carrière dans le domaine des TIC. Agir et penser éthique pour un épanouissement personnel et professionnel, c'est le thème choisi pour l'édition 2017. À travers ce thème, le ministère des Postes et Télécommunications veut créer un cadre favorable à l'équité et à l'égalité de genre dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Et c'est bien dans le cadre du projet Sénégal numérique 2025, plus précisément. Le premier tour de l'élection présidentielle en France va se tenir ce dimanche 23 avril. 11 candidats sont en lice, mais 5 sortent du lot. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Présentation de ces 5 principaux candidats avec Céline Lunfal.
Ce dimanche 23 avril se tiendra le premier tour de l'élection présidentielle en France. 11 candidats, 2 femmes et 9 hommes se sont lancés dans la course. Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont les 5 principaux candidats. Emmanuel Macron, 39 ans, a été ministre de l'économie en 2014. En 2016, il démissionne, quitte le Parti socialiste pour créer son propre mouvement politique. Macron est candidat à l'élection présidentielle pour la première fois. Les sondages le positionnent déjà au second tour. Mes chers amis, âgé de 63 ans, le candidat François Fillon a été le premier ministre qui a le plus duré au gouvernement sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. François Fillon, candidat du parti Les Républicains, s'est empêtré ces derniers mois dans une succession d'affaires. La plus importante concerne les soupçons d'emploi fictif visant sa femme. Depuis lors, il avait chuté dans les sondages. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours ressenti un attachement viscéral, passionnel à notre pays. Marine Le Pen, 49 ans, candidate du Front National. Depuis plusieurs mois, les intentions de vote l'a placée au coude à coude avec Emmanuel Macron. Mais ces dernières semaines, Marine Le Pen est en perte de vitesse. Selon les sondages, elle fait toujours partie des favoris, mais sa présence au second tour n'est plus certaine. Benoît Hamon a été ministre de l'économie sociale et solidaire en 2012. Âgé de 50 ans, il a battu Manuel Valls au second tour de la primaire socialiste, ce qui a été une surprise. Représentant l'aile gauche du PS, Benoît Hamon a quitté le gouvernement en 2014 après avoir critiqué la ligne économique décidée par François Hollande. Jean-Luc Mélenchon, âgé de 66 ans, est candidat pour son propre parti, la France Insoumise. Mélenchon, ces dernières semaines, bénéficie d'une ascension dans les sondages, mais l'ancien journaliste et enseignant est devancé de peu par François Fillon. Le 23 avril, avec la force du peuple, tout est possible. Voilà, c'est donc là la présentation des 5 candidats parmi les 11 en lice pour les élections présidentielles en France. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées à présent. Il nous mène au Cameroun, en Syrie et au Burkina Faso où le procès de l'ancien président de la République Blaise Compaoré est prévu le 27 avril prochain. Procès contesté par son parti, le CPD. Anaïs Nyamane. Le procès à venir de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré s'ouvre à Ouagadougou le 27 avril prochain. Exilé en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré et ses derniers ministres sont poursuivis pour complicité d'homicide volontaire et coups et blessures volontaires. Par ailleurs, son parti, le CPD, dénonce ces poursuites en y voyant une violation manifeste de l'état de droit. À Kolofata, dans l'extrême nord du Cameroun, un attentat suicide a fait 3 morts et 4 blessés. Selon un responsable du comité de vigilance de la ville, un kamikaze venu du Nigeria s'est fait exploser, tuant un gendarme et 2 civils. Pour rappel, la ville de Kolofata a été souvent ciblée par des attaques attribuées aux islamistes nigérians de Boko Haram. En Syrie, l'explosion d'une bombe à Alep a fait au moins 6 morts et 32 blessés. Selon la télévision d'État, l'explosion s'est produite à Salaheddine, un quartier divisé entre régime et rebelles. Pour rappel, l'armée syrienne a repris la totalité de la métropole en décembre dernier. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Messieurs, bonsoir, 20h sur la RTS, bienvenue à tous, le journal, voici les titres. Électrification, les bons points du Sénégal mis en lumière dans le dernier indice mondial de la performance de l'architecture énergétique. Notre pays occupe la 8e place sur 24 autres pays en Afrique, reste 2e en Afrique de l'Ouest. La fin des inscriptions sur les listes électorales, c'est dans 4 jours et
Ça se bouscule dans les centres. De Dakar à Kaolack, c'est le grand rush. Plus de 6 millions de personnes ont été enrôlées et 4 millions d'électeurs enregistrés dans le fichier électoral. Le point dans cette édition. L'hygiène dans les hôpitaux à la loupe ce soir, dans la série que nous consacrons à cette question. Une réalité qui frise l'insouciance entre la vétusté des installations et le comportement des usagers. C'est tout un travail de nettoiement qui s'impose aux responsables des établissements de santé, où c'est rendu une de nos équipes pour en avoir le cœur net. Et puis dans la rubrique santé, zoom sur ces maladies liées au manque d'hygiène, entre autres le choléra, la dysenterie, la diphtérie ou les infections génitales. Toutes ces maladies sont contagieuses. Et puis, dans ce journal, vous aurez la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République. BA3, c'est désormais la note de la dette souveraine du Sénégal. L'agence de notation Moody's vient de relever ainsi cette note qui était de B1 positif. Le Sénégal augmente du coup son degré de solvabilité, une appréciation qui pourrait davantage lui faciliter l'accès au marché financier à Ramdawa. La Côte d'Ivoire était seule à détenir cette note en Afrique subsaharienne. Il faut désormais compter le Sénégal qui quitte la note B1 positif pour la précieuse BA3. La catégorie B1 à laquelle le Sénégal était noté jusqu'à récemment était une catégorie qui était... exportateurs sénégalais pour approvisionner le marché marocain en mangue. Pour ce qui est de la fumigation et des autres contraintes, les autorités diplomatiques sont optimistes vu les bonnes relations que le Sénégal entretient avec le Maroc. Nous avons un cadre. Entre le Maroc et le Sénégal, il y a un cadre. Un cadre où on peut discuter de tout cela. Dans le cadre bilatéral, donc, nous pouvons régler ces entraves. Très motivée, la délégation des producteurs et des exportateurs s'est rendue également au marché du gros de Casablanca pour discuter avec les importateurs. À présent, mesdames et messieurs, la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République, Oumar Diawa. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres mercredi 19 avril 2017 à 10h au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État adresse ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux à toute la communauté chrétienne à l'occasion de la célébration de la fête de Pâques, moment privilégié de ferveur religieuse et de prière pour la paix et la prospérité du Sénégal. Revenant sur le deuil national de 3 jours à compter du mardi 18 avril qu'il a décrété suite à l'incendie tragique survenu au Dakar de Médina Gounass, le président de la République présente à nouveau les condoléances attristées et la compassion de la nation à la communauté musulmane, au Khalif Thierno Amadou Tidiane Ba, aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Par ailleurs, le chef de l'État demande au gouvernement, en relation avec les organisateurs de cette manifestation religieuse de dimension internationale, de prendre toutes les dispositions logistiques préventives en vue d'un aménagement adéquat, d'une modernisation soutenue et d'une sécurisation optimale des lieux, installations et établissements de séjour des pèlerins du Dakar, ainsi que du renforcement des dispositifs d'adduction en eau potable de Médina Gounass et des localités polarisées. En outre, le président de la République invite le gouvernement à définir avec les autorités religieuses un cadre consensuel d'organisation des interventions publiques pour chaque manifestation programmée, en accordant une attention particulière à la disponibilité des services de base tels que l'eau, l'électricité, l'assainissement, l'hygiène et la santé. Abordant la réhabilitation et la modernisation des marchés, centres commerciaux et artisanaux, le chef de l'État explique... Sont naturelles plus importantes comme le Ghana, le Nigeria, le Gabon, l'Égypte. Ce même classement positionne le pays au même niveau que la Tunisie. Du positif pour le Sénégal, pour qui les 6,5% de croissance prévus dans le classement n'enlèvent en rien l'ambition d'atteindre 7%. Et puis le Sénégal est le deuxième pays en Afrique de l'Ouest après le Ghana à disposer d'un bon taux d'électrification. C'est en substance le contenu du rapport 2017 de l'indice mondial de la performance de l'architecture énergétique, un bon classement qui met en évidence les efforts consentis par l'État pour arriver à ce résultat, du reste à améliorer la Mintoré.
Bien qu'il n'ait pas atteint le taux de 100% en matière d'électrification, le Sénégal est tout de même sur la bonne voie. L'indice mondial de la performance de l'architecture énergétique le confirme. Sur les 24 pays africains qui disposent de meilleurs systèmes dans le domaine, le Sénégal occupe la 8e place, 56,50% de taux d'accès à l'électrification, devant la Côte d'Ivoire, 55,80%, et le Nigeria, 55,60%. En Afrique de l'Ouest, c'est le Ghana devance notre pays. Cette dynamique positive est visible aussi bien en zone rurale que dans des centres urbains. L'État a investi ces 5 dernières années beaucoup de moyens financiers et matériels visant à améliorer l'accès des populations à l'électricité. La disponibilité de cette énergie est source de développement. D'ailleurs, dans le plan Sénégal émergent, elle fait partie des 5 priorités de l'État. La politique d'émergence tourne autour de la maîtrise de l'énergie, aujourd'hui en voie de diversification accélérée. Le bon rang du Sénégal parmi les pays africains disposant d'un système énergétique fiable et efficace n'est que le fruit d'une vision politique en marche. Cette publication périodique de l'indice mondial de la performance de l'architecture énergétique vise à mesurer les forces et faiblesses énergiques des pays, mais aussi à les aider à gérer les défis que soulève la disponibilité en quantité suffisante de l'électricité. La mangue sénégalaise à la conquête du marché marocain, producteurs et exportateurs sénégalais se sont considérés comme étant spéculatifs. Ça veut dire donc que le risque de remboursement pouvait être élevé. Et donc, en passant à une catégorie BA3, nous présentons un meilleur profil. Parce que c'est une appréciation positive que l'agence de notation fait donc de la capacité du Sénégal à honorer ses engagements financiers à bonne date sans défaut. Les notations financières reposent sur une échelle et des catégories. Dans un contexte de mise en œuvre du PSE, la note BA3 permet au Sénégal d'avoir une signature encore plus crédible. L'amélioration de la note du Sénégal s'explique. D'abord la croissance qui a été assez soutenue, assez forte donc sur ces dernières années, avec une moyenne de 6% sur les 3 dernières années, voire même 6,50 récemment, contre une moyenne qui était auparavant de 3,50. Cette appréciation-là donc du taux de croissance a été considérée favorablement, ainsi que donc les efforts qui ont été consentis dans la réduction du déficit public. Je pense que cet effort-là de consolidation fiscale, qui a également permis de restructurer le budget en faveur surtout des dépenses d'investissement, a été véritablement apprécié. Voilà qui ouvre davantage le marché des capitaux au Sénégal, avec des financements moins onéreux et une palette d'investisseurs encore plus large. Mais quelle finalité cet endettement? L'endettement que nous faisons est beaucoup plus orienté sur le financement donc, de nos besoins d'investissement, avec un fort impact d'ailleurs sur la croissance. Quelque part, la croissance est également soutenue par ces efforts massifs qui sont faits dans les infrastructures, dans l'amélioration de l'accès à l'énergie, aux services sociaux de base, dans l'assainissement. C'est à cela qu'essentiellement sert notre endettement. Nous sommes à 3,50, là où les pays s'endettent généralement à 4,1. Donc je pense qu'en plus, les perspectives que nous avons, notamment en termes de croissance qui va augmenter la richesse du pays, permettra un peu à ce ratio d'endettement-là de marquer une inflexion vers le bas. Ce reclassement de l'agence de notation Moody's place le Sénégal devant des pays aux ressources. Rendus au royaume chérifien pour présenter leurs produits et ouvrir des perspectives. En tour technique, initié par le projet d'amélioration de la compétitivité de la mangue sénégalaise. Envoyé spéciaux, Babacar Ouad, Hamidou Diop. Aussitôt arrivée, la délégation sénégalaise n'a pas perdu du temps. Petit debriefing avant de visiter les marchés et les importateurs de mangue ciblés. Le Maroc, pays du Maghreb, offre beaucoup de potentialités à la mangue sénégalaise. Des acteurs comme le cadre intégré renforcé et le projet d'amélioration de la compétitivité de la mangue sénégalaise l'ont bien compris. Ce sont les producteurs et les exportateurs qui doivent être encadrés et qui doivent avoir la possibilité donc d'avoir des contacts parce que ce sont eux qui vendent. Nous, en tant qu'institution, on ne fait que les encadrer. La CEPEX et le cadre intégré ont des missions d'encadrement, mais les producteurs et les exportateurs sont les hommes qui sont sur le terrain
et qui ont pour mission donc d'écouler leurs produits. Discuter avec les décideurs, aborder les besoins du marché et comprendre le secteur des actions qui peuvent permettre une présence durable de la mangue sénégalaise au Maroc. Jusqu'à présent, il y a quand même depuis quelques années une constance dans l'approvisionnement du marché marocain en partie du Sénégal en termes de mangue, mais ça s'est passé un peu hors du circuit normal, du circuit formel. Et je pense que la mission permettra de mieux comprendre et de mieux structurer l'exportation de la mangue du Sénégal vers le Maroc en connaissant les conditions d'accès. Dans les différents marchés du Maroc, comme celui du Marif, on sent que le besoin est là. Reste à régler les préoccupations liées au transit time et à la gestion de la chaîne de froid. Cette rencontre avec l'armateur génère des débuts de solutions. Cette mission est déjà très fructueuse puisque nous avons déjà mis en rapport avec un certain nombre d'importateurs, de distributeurs marocains, notamment la chaîne de supermarchés Marjan. Également, nous avons eu l'opportunité d'échanger avec les transporteurs qui gèrent un peu le volet logistique qui est important si on veut conforter sa place sur le marché. Et nous avons pu rencontrer un important transporteur, lui c'est notamment Safmarine, qui a proposé des solutions concrètes aux contraintes que rencontrent les